Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous au journal de 19 h. Voici les titres. Au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a présidé la cérémonie d'installation du général-major Boumaïza Hamid en qualité de commandant des forces aériennes. Dans son allocution, le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'importance accordée par le haut commandement de l'ANP au développement et à la modernisation des forces aériennes. Coopération, la foire internationale de la Flandre en Belgique, une opportunité pour nos opérateurs économiques de conclure de nouveaux partenariats. L'Algérie, une destination pour l'investissement économique et pour les relations d'échange fructueuses. La rentrée des stagiaires pour l'enseignement et la formation professionnelle, c'est pour dimanche prochain. Quelles sont les nouvelles spécialités de cette année? Comment adapter l'offre de la formation aux besoins du développement économique du pays? Des questions auxquelles répondra notre invitée, Madame Aqila Chergou, la directrice de la formation continue et des relations intersectorielles au niveau de la tutelle. Nous irons à Timimoun en fin d'édition nous intéresser à la sauvegarde du patrimoine matériel, les ressources, véritables témoins de notre histoire. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce mercredi à Alger la cérémonie d'installation du général-major Hamid Boumaïza dans les fonctions de commandant des forces aériennes en succession au général-major Abdelkader Lounès, mis à la retraite. Dans son allocution, le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'importance accordée par le haut commandement de l'ANP au développement et à la modernisation des forces aériennes pour leur impulser l'élan qui leur permettra d'être en permanente croissance. Salem Kasser. À l'entame et à l'issue de la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège du commandement des forces aériennes, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du shahid Aït Hamouda Amirouche, dont le nom est porté par le siège du commandement, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeureux chouhada. Ensuite, au niveau de la place d'armes et en présence des personnels du commandement des forces aériennes, le général de corps d'armée a annoncé l'installation officielle du général-major Hamid Boumaïza, nouveau commandant des forces aériennes. Il lui a remis l'emblème national. Au nom de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 16 septembre 2018, j'installe officiellement ce jour le général-major Hamid Boumaïza, commandant des forces aériennes, en succession au général-major Abdelkader Lounès. Après l'approbation du procès-verbal de la passation de pouvoir, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec le commandement et les cadres des forces aériennes où il a prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance accordée par le haut commandement de l'armée nationale populaire au développement et à la modernisation des forces aériennes. La vie est une succession d'expériences et l'esprit vif est celui qui sait tirer profit des erreurs d'autrui. Et partant de cette optique précisément qu'intervient ma réunion avec vous en cette occasion, afin de m'assurer que mes paroles ont trouvé leur voie vers vos cœurs et vos consciences. Et je suis convaincu que ce que je dis ne peut être ancré dans les esprits que si le cadre militaire responsable ressent qu'il n'est pas un simple fonctionnaire, qui se contente des heures de travail réglementaires pour ensuite vaquer à ses occupations. En effet, le cadre militaire, notamment celui à qui incombe de lourdes responsabilités qui affectent directement la nature des missions assignées, qui influent systématiquement sur la cadence des efforts consentis pour le développement, qui a un lien direct, certain avec le moral des personnels, leur préparation, leur formation, leur sensibilisation et leur niveau et qualité de vie. Je dis, ce cadre militaire est celui qui est plein d'esprit de responsabilité et qui est convaincu du sens du devoir, prouvant effectivement et sur le terrain qu'il est digne de la confiance placée en lui. Car la responsabilité n'est pas un poste avec lequel se vanter ou un grade avec lequel se flatter. La responsabilité est un ensemble de réelles qualifications,
De conduite exemplaire, de comportement irréprochable et de commandement rationnel. Les bilans et les résultats sont sans aucun doute le meilleur témoin de la sincérité de cette attitude et de la droiture de cette éthique. Telle est la conduite noble et supérieure pour laquelle œuvre le commandement de l'armée nationale populaire avec l'appui dont jouissent nos forces armées de la part de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. À l'issue, l'opportunité a été donnée aux cadres et au personnel pour exprimer leurs préoccupations, leurs intérêts et suggestions, qui ont réitéré leur indéfectible engagement à demeurer les aigles qui défendent l'espace aérien de notre pays de tout danger. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain jeudi une visite de travail au commandement des forces terrestres. Lors de cette visite, le général de corps d'armée présidera au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d'installation du général-major Chengri Hassaïd en qualité de commandant des forces terrestres en remplacement au général-major Tafer Hassan, mis à la retraite. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade tendue dans la localité de Bni Mkhled Siwan, commune de Kolo, wilaya de Skik, de la 5e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu ce matin 2 dangereux terroristes. L'opération a permis de récupérer 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions s'élevant à 180 balles. Il a été procédé à l'identification de ces 2 criminels. Il s'agit de Blaoui Mohamed, dit Abou Ubaïda al-Assimi, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, et Ben Henni Mohamed, dit Zoubir, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995. Cette opération s'inscrit dans la dynamique des opérations menées par nos forces armées pour assainir notre pays du fléau du terrorisme et d'asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national. Et fin du communiqué du MDN. Et grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire, 2 terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Tamanrasset, cette 6e région militaire. Il s'agit de Bahous Abou Bakr et de Griliditet Sheikh, a indiqué le ministère de la Défense nationale, ajoutant que les 2 terroristes étaient en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, d'un fusil semi-automatique de type Simonov et de 2 chargeurs garnis. Place maintenant à la coopération algéro-belge. Et comme annoncé dans les titres, la 73e édition de la Foire internationale de Flandre en Belgique a été une réelle opportunité pour l'Algérie pour consolider ses relations économiques et commerciales, mais surtout d'aller vers de nouveaux partenariats et d'exhorter les opérateurs économiques belges à investir en Algérie. Voici le reportage de Fatiha Chemali, commentaire de Abdelmajid Belkassi. L'axe de coopération algéro-belge cherche à se consolider et à se renforcer davantage. La participation de l'Algérie à la 73e édition de la Foire internationale de Gand illustre sa volonté de renforcer des relations économiques et commerciales pérennes et fructueuses avec ses partenaires étrangers, notamment belges. Une relation économique qui veut se frayer une nouvelle voie et surtout ouvrir des perspectives de partenariat gagnant-gagnant. Comme nous sommes la porte vers l'Europe, l'Algérie est incontestablement la porte vers l'Afrique et c'est pour cela que nous voulons absolument intensifier ces contacts et ces relations commerciales. La Belgique, bien sûr, il y en a des moyens pour les Belges pour investir en Algérie, comme nous avons fait avec notre chaîne logistique. Je crois que la seule façon d'investir en Algérie, c'est de trouver un bon partenaire. Vous avez besoin de quelqu'un qui connaît le marché et qui connaît tous les moyens pour investir premièrement et puis pour faire des commerces avec l'Algérie. Pour ce faire et dynamiser ces relations, une délégation économique de la région des Flandres se déplacera en Algérie pour concrétiser des contrats d'affaires avec des partenaires algériens, surtout dans les secteurs de l'agriculture, l'industrie et le tourisme, 3 secteurs prioritaires en Algérie. J'ai quand même presque 20 ans d'expérience en Algérie, donc j'aime le pays, j'aime mes collègues là-bas, donc on peut bien coopérer. Maintenant, on a vraiment le concept et on voudrait les construire en Algérie.
On cherche des gens, des marchés qui sont intéressés dans un développement différent au niveau de traitement d'eau, au niveau de biocides, comme nous avons un produit qui est 100% biodégradable, mais qui pouvait être utilisé dans le combat des pathogènes dans l'eau et sur les surfaces. Exporter des produits algériens vers l'étranger demeure l'autre objectif à atteindre. On exporte déjà dans ces pays. اليوم فرصة باش نزيدوا يعني on revoit encore nos clients et ونحاولوا de trouver encore d'autres distributeurs يعني في السوق الأوروبية يعني خاصة في بلجيكا. Trouver encore d'autres partenaires et ce ne sont guère les opportunités d'affaires qui manquent. Il suffit seulement d'être offensif. Habitat Constantine, opération de distribution de plus de 400 logements, tout type confondu. Cette opération coïncide avec Ashura au grand bonheur des bénéficiaires. D'autres opérations de distribution de logements suivront avant la fin de l'année, comme nous le dit Amel Issir Idir. Plus de 200 décisions d'attribution de logements ruraux, 160 logements de fonction et plus de 50 autres logements ont été distribués aujourd'hui à Constantine. Une opération qui intervient dans le cadre de la distribution d'envergure de logements en application de la décision du président de la République. Abdelaziz Bouteflika. Nous tenons à remercier particulièrement le président de la République pour ses efforts afin de satisfaire tous les citoyens algériens. Vive l'Algérie! Dieu merci, j'ai enfin eu mon logement, et ce grâce aux efforts des autorités. D'autres opérations de distribution de logements sont programmées d'ici la fin de l'année à Constantine, notamment celles destinées à la résorption de l'habitat précaire. Nous sommes en train de préparer une autre opération pour la fin de l'année. Elle touchera tous les citoyens de la wilaya, notamment ceux qui habitent l'ancienne ville. Il faut aussi rappeler la distribution des logements sociaux dans la commune d'El Khroub et les autres projets seront distribués au fur et à mesure. Les travaux au niveau des différents projets de logement avancent à bon rythme dans toute la wilaya, ce qui permettra de livrer les différents sites dans les délais prévus. La rentrée de la formation et de l'enseignement professionnel, c'est pour dimanche prochain. Tout est prêt pour accueillir les stagiaires à travers les instituts et les centres de formation du pays. Cette année, de nouvelles spécialités ont été introduites, comme nous le dit Anissa Bouzid dans ce reportage. Regardez. 243 738 stagiaires sont attendus le 23 de ce mois dans les différents centres de formation professionnelle existants sur tout le territoire national. Les inscriptions, je dirais, en mode de formation par apprentissage, les passerelles, les cours du soir, les formations qualifiantes ne s'arrêtent pas. Jusqu'à la veille de la rentrée, on peut toujours se rapprocher de l'établissement et s'inscrire et être incorporé dans la spécialité voulue, dans la spécialité choisie. Et je dis toujours en fonction de beaucoup de critères. La rentrée de la formation et de l'enseignement professionnel sera marquée cette année par la proposition de nouvelles spécialités en vue de diversifier l'offre et de répondre aux besoins des entreprises et du marché de l'emploi. 440 spécialités programmées dans différents modes et différents modes de dispositifs de formation, différents niveaux de qualification. Ces 440 spécialités dont la nomenclature actuelle dispose 478, donc 400 quand même, 440 c'est énorme, c'est un choix énorme dans différents domaines, je l'ai dit, dans le domaine des technologies de l'information, nouvelles de l'information et de la communication, je dirais les télécommunications, je dirais la transformation du plastique, beaucoup de formations dans le domaine du tourisme, dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans l'environnement, dans les énergies renouvelables. Donc toutes, si j'ose dire, des spécialités porteuses d'emploi, que ce soit l'insertion professionnelle ou la création de petites entreprises. Comme chaque année, le secteur de la formation et l'enseignement professionnel ne lésine devant aucun effort pour mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer une bonne année de formation professionnelle.
Et pour répondre à nos questions, avec nous, Madame Aqila Chergou, directrice de la formation continue et des relations intersectorielles au niveau du ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Chergou, de nouvelles spécialités ont été introduites cette année. Au total, la formation professionnelle compte 440 spécialités. Combien de nouvelles spécialités introduites cette année et pourquoi donc? Bonsoir. Merci d'abord pour l'invitation. La nomenclature nationale des spécialités, en fait, compte 478 spécialités et c'est 440 qui sont mobilisées pour la rentrée de septembre 2018. Donc parmi ces 478, il y a eu 24 nouvelles qui ont été introduites sur demande justement des différents secteurs économiques particulièrement. Je peux citer quelques-unes de ces spécialités, en plus de celles qui viennent d'être évoquées. Il y a par exemple les métiers du patrimoine. Vous savez que tous les chantiers de restauration, de réhabilitation nécessitent une main-d'œuvre qualifiée et des spécialités. Donc en partenariat avec le secteur de la culture, nous avons introduit plusieurs spécialités. Le maçon qui s'occupe du bâti ancien, le technicien de la conservation, le technicien supérieur qui gère les chantiers de restauration. Tous ces métiers-là ont été introduits et on a même créé une nouvelle branche professionnelle qui est dans la restauration, dans tout ce qui est culturel et art. Et il y a également d'autres spécialités pour compléter, parce qu'elles ont été citées, dans tout ce qui est solier moquiste, moquettiste, pardon. Il y a les industries plastiques, mais également dans tout ce qui est fabrication de la chaussure et stylisme également dans ce domaine-là. Il y a des spécialités. Les produits agricoles et agroalimentaires. Beaucoup également dans les filières qui sont prioritaires, comme par exemple tout ce qui est environnement, assainissement et ressources en eau. On a introduit des spécialités. Et puis d'autres, comme par exemple le conseiller en commerce du détail. Donc c'est un panel très riche, si vous voulez, très large, qui complète déjà les spécialités qui existent dans l'ancienne nomenclature. Madame Chergou, est-ce que ces spécialités de la formation professionnelle diffèrent d'une région à une autre? Effectivement, les spécialités au niveau national, il y a une nomenclature, parce que c'est une nomenclature des diplômes, qu'il soit une nomenclature des diplômes qu'on peut organiser en formation résidentielle ou par apprentissage, mais nous avons également un répertoire pour la formation initiale, répertoire de formation qualifiante. C'est-à-dire que les jeunes qui ne veulent pas suivre des cursus lents, parfois longs, ils ne sont pas toujours longs, pour avoir un diplôme, ils peuvent faire une qualification professionnelle. C'est des périodes plus courtes de 6 mois, 9 mois ou 3 mois. Et c'est sanctionné par des certificats de qualification professionnelle et un répertoire également, donc, qui est composé de plus de 130 spécialités, pour vous dire la richesse des spécialités. Et donc, toutes ces spécialités-là sont déclinées au niveau local selon les besoins. Il y a au niveau de chaque wilaya ce qu'on appelle une commission de partenariat de wilaya qui est composée des responsables de la formation, mais de tous les représentants du secteur économique, du moins les principaux, qui définissent le besoin en formation, qui expriment, si vous voulez, un peu les qualifications qui sont nécessaires au projet, aux différentes activités. Et le directeur de la wilaya met en place, définit, si vous voulez, l'offre de formation selon ces besoins-là. Donc c'est une commission qui est chargée d'élaborer la carte de la formation. Et donc les spécialités qui sont proposées pendant le Taman al-Asad, ce n'est pas les mêmes que celles qui sont proposées à Béjaïa ou qui sont proposées. On tient compte des besoins en activité de chaque région. L'objectif étant de former selon les besoins et de permettre l'employabilité aussi des jeunes à l'issue de leur formation. On va voir maintenant l'exemple à Adrar où les jeunes s'intéressent de plus en plus aux différentes spécialités proposées en matière de formation. Ils s'intéressent aux spécialités à travers lesquelles ils peuvent trouver par la suite un emploi, à savoir l'environnement, l'élevage équin et l'industrie pétrolière. Halim Yaïch. Ces jeunes se sont déplacés vers les centres de formation professionnelle de la wilaya d'Adrar afin de prendre connaissance des nouvelles offres de formation qui leur permettront de décrocher un emploi. Il leur faudra auparavant passer par une étape importante, celle de la sélection et de l'orientation qui précède l'inscription.
J'ai choisi cette spécialité pour bâtir mon avenir et obtenir un emploi. Nous les encourageons pour qu'il y ait un plus grand engouement pour la formation professionnelle et pour leur avenir. L'étape de sélection et d'orientation leur permettra de s'engager vers de nouvelles formations en adéquation avec le marché du travail. J'ai choisi la plomberie et l'installation au gaz, ce qui va m'aider pour l'avenir et pour mon travail. Je voudrais me spécialiser dans les appareils de froid et trouver un travail. En ce qui concerne les spécialités qui connaissent un engouement certain, il y a la pâtisserie, avec une formule où les stagiaires sont résidents et des formations dans la mécanique de véhicules légers et des formations de froid. Parmi les nouvelles spécialités proposées cette année à Adrar, l'hôtellerie, la restauration de sites archéologiques, l'élevage équin, les industries pétrolières, l'environnement et d'autres. J'ai choisi la spécialité environnement. C'est aujourd'hui un aspect important et incontournable qu'étudier l'environnement. Je suis venue à Bni Abbas pour passer le concours. J'apprécie beaucoup la spécialité environnement et j'espère passer l'épreuve avec succès. J'ai choisi cette spécialité pour obtenir un emploi et assurer mon avenir. Et c'est un honneur pour moi et pour nos ancêtres de perpétuer la tradition. De nouvelles spécialités, environnement et dressage et élevage de chevaux s'ajoutent à l'industrie pétrolière qui est très demandée. La rentrée professionnelle à Adrar verra cette année plus de 14 000 stagiaires affluer dans les différents centres de formation professionnelle, dont plus de 7 000 nouveaux inscrits. Aujourd'hui, l'Algérie encourage les jeunes porteurs de projets à créer leur petite et moyenne entreprise. La réforme du service public de la formation et de l'enseignement professionnel et la stratégie du ministère vise à adapter l'offre de la formation aux besoins du développement économique. Madame Chergou, comment votre département arrive à connaître les besoins pour contribuer pleinement dans les programmes d'investissement et ce, dans la relance économique du pays ? Tout à fait, c'est toute la philosophie et tout l'objectif de notre démarche de partenariat. Nous avons mis en place un processus de partenariat à travers des conventions cadres et des conventions spécifiques qui sont déclinées au niveau local. Ces partenariats, c'est un peu une mise en place d'espaces de concertation et d'échange avec les grands secteurs économiques, surtout les secteurs qui sont prioritaires et stratégiques, tels que le tourisme, les ressources en eau, l'industrie, l'agriculture, tous les secteurs qui sont stratégiques. Nous avons conclu un accord cadre en septembre 2014 pour définir ensemble les objectifs du quinquennat en termes de besoins en ressources humaines et mettre en place tous les programmes pour prendre en charge pour les besoins en qualification, la formation initiale des jeunes, notamment à travers l'apprentissage, et également perfectionner et renforcer les compétences des travailleurs dans l'objectif de compétitivité des entreprises. Donc ces conventions-là nous ont permis de travailler en étroite relation avec les différents secteurs qui ont défini les besoins en qualification, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Ces besoins ont été déclinés par wilaya et c'est devenu des objectifs, si vous voulez, à atteindre en termes de spécialité, de niveau de qualification. C'est comme ça qu'on définit la carte et c'est comme ça qu'on lance les formations dans les bassins économiques où il y a une qualification qui est nécessaire. On a conclu des partenaires avec l'ensemble des secteurs économiques les principaux. On a même mis en place un partenariat, y compris avec les organisations patronales, justement, pour impliquer le secteur privé économique, qui a aussi un potentiel très important. Ce partenariat, en fait, il vise plusieurs objectifs. D'abord, le premier objectif, c'est connaître le besoin en qualification. Si on ne connaît pas le besoin, effectivement, on ne peut pas mettre en place une offre pertinente. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'amener les entreprises à participer à l'accueil des apprentis au sein de leur organisme, puisqu'on a vu que le mode d'apprentissage, on a une nouvelle loi qui vient d'être promulguée. C'est la meilleure formule
pour former un jeune qui est directement opérationnel, directement employable. On a vu dans le reportage que les jeunes, bien sûr, c'est normal, ils recherchent, et nous-mêmes également avec ce secteur économique, formation à l'emploi. Qu'il y ait une adaptation la plus proche possible de l'emploi, parce qu'il y a toujours une formation quand même au niveau de l'entreprise. L'autre objectif, si vous voulez, c'est justement, à travers l'expression des besoins, c'est d'enrichir et d'adapter continuellement la nomenclature. La nomenclature, elle est dynamique, elle n'est jamais arrêtée. Tout le temps, il y a des nouveaux besoins qui viennent. Et on s'adapte et on crée, on travaille. C'est des comités mixtes avec des professionnels. Et c'est comme ça, si vous voulez, que grâce au partenariat, je termine sur le partenariat, vraiment, c'est un outil, un moyen justement d'adaptation idéal, si vous voulez, de tout le système de formation par rapport aux besoins du secteur. Madame Chergou, dernière question. Quel est le plan d'action de la tutelle pour favoriser la formation et le perfectionnement des formateurs à l'étranger? Brièvement, s'il vous plaît. Alors, nous avons un programme de formation à l'étranger à travers tous les programmes de coopération que nous avons avec les différents États ou bien les programmes onusiens. Mais nous avons aussi, dans le cadre des centres d'excellence et dans le cadre de ce partenariat, les centres d'excellence, si vous voulez, c'est mettre en place en Algérie, en partenariat avec des organismes algériens, mais avec l'appui de grandes entreprises leaders dans leur domaine de renom au niveau mondial, un transfert de savoir-faire. Et le transfert, il est opéré à travers qui? À travers les formateurs. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un programme particulier pour améliorer les compétences des formateurs ici et à l'étranger. Souvent, parce qu'il y a aussi des institutions de référence à l'étranger qui nous apportent. Et là, on travaille, on s'appuie beaucoup sur le potentiel formateur qui permet justement de capitaliser et démultiplier les savoir-faire et toutes les technologies. Merci pour toutes ces réponses, Madame Aqida Chergou. Je rappelle que vous êtes la directrice de la formation continue et des relations intersectorielles au niveau du ministère de l'Enseignement et de la formation professionnelle. Merci à vous. Merci à vous. Place maintenant à l'enseignement supérieur. Un nouveau pôle universitaire devrait bientôt être réceptionné à Tamanrasset d'une capacité de 1000 places pédagogiques. Ce nouveau pôle sera livré en même temps que des logements de fonction destinés aux enseignants. Voici le reportage de Rabah Madawi, lecture de Hasna Zoubiri. Après avoir accusé plusieurs années de retard, le nouveau pôle universitaire de Tamanrasset devra bientôt être livré. Le taux des travaux a d'ailleurs atteint les 95%. La livraison du pôle universitaire devra être accompagnée des logements de fonction destinés aux enseignants. Le début des travaux a commencé en 2010, accusant beaucoup de retard. Mais les nouveaux entrepreneurs ont pu rattraper ce retard. L'enveloppe allouée à ce projet est de 998 millions de dinars. Ce pôle dispose de 1000 places pédagogiques, dont 2 amphithéâtres de 300 et 200 places, 24 salles et un bloc administratif, sans oublier 2 salles pour les enseignants. Un pôle qui peut bénéficier dans le futur d'une extension. Nous sommes devant le réfectoire qui propose 800 repas par jour. Dans le cadre du programme du président de la République mettant l'accent sur la stabilité des enseignants dans les wilayas du Sud, nous avons un programme de 120 logements destinés aux enseignants, dont 70 sont fin prêts et seront livrés une fois que les travaux d'aménagement seront finis. La priorité dans ce nouveau pôle universitaire est accordée aux étudiants de la faculté de droit, avec une possibilité d'accueillir les étudiants des sciences humaines et les sciences économiques. Le but est de diminuer la surcharge dans l'ancien pôle universitaire de Tamanrasset, permettant aux étudiants une meilleure acquisition du savoir. La majorité des étudiants sont inscrits dans les filières droit et sciences humaines. Nous avons une surcharge dans les amphithéâtres et les salles. Après la réception de ce projet, le centre universitaire de Tamanrasset vise à devenir une université et pouvoir offrir aux étudiants de la région des services de qualité. À Mostaganem, une importante opération de rénovation de l'ensemble des infrastructures sportives est lancée. De nouveaux sites sportifs sont également prévus à l'image de ce complexe sportif de la wilaya qui vient de bénéficier d'une pelouse naturelle. Karim Haïfa. Les infrastructures sportives de la wilaya de Mostaganem ont fait peau neuve cette année avec un stade de football de la ville qui aujourd'hui possède une pelouse naturelle.
sans compter la rénovation et la modernisation de ces infrastructures annexes. Les autorités concernées ne s'arrêtent pas là, elles envisagent de réaliser un stade de proximité dans chaque commune. من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018 أنجزت De septembre 2017 à septembre 2018, la wilaya a réalisé 91 espaces dédiés au sport au profit des jeunes, et ce dans toutes les communes de la wilaya de Mostaganem. En plus de 12 infrastructures sportives au chef-lieu de wilaya, cela entre dans les cadres du programme du président de la République. Le terrain est beau. Après l'école, on vient directement ici pour s'entraîner sans risque de blessure. Des infrastructures sportives de proximité réalisées dans un temps record, moins de 12 mois, avec un accès gratuit pour tous les jeunes de la région. Leurs parents acquiescent. Les jeunes maintenant ne seront plus tentés par tous les fléaux sociaux. Ils ont maintenant la possibilité de pratiquer un sport. J'espère seulement qu'ils prendront soin de ces lieux. Ce terrain était un terrain de tuf. Peu de gens venaient s'y entraîner. Maintenant, avec la pose du gazon synthétique, tout le monde vient ici. Depuis l'ouverture de ces nouvelles infrastructures sportives, Mostaganem enregistre un afflux important de jeunes dans les salles de sport et autres piscines communales et stades de proximité pour pratiquer leur sport favori. Tindouf a connu ces dernières 24 heures des pluies torrentielles. Le niveau du Oued au centre-ville a augmenté, causant des inondations dans les quartiers de la ville. Fort heureusement, aucune victime n'a été enregistrée. Yasmine Chouir. Les importantes précipitations qu'a connues la région de Tindouf hier soir ont fait remonter le niveau de l'Oued au centre-ville, ce qui a inondé quasiment tous les quartiers de la ville, à l'instar de la cité Moussani. On espère qu'ils vont déboucher les regards qui existent déjà ou qu'ils créent d'autres moyens pour faire évacuer l'eau des pluies. Cela fait des années que rien n'a été fait. Ces routes ont besoin de plus grands regards. Il y a là des regards de 30 ou 40 cm de diamètre. Cela ne suffit pas à faire évacuer l'eau. Nous n'avons constaté aucun dégât, ni humain ni matériel. Le seul problème, c'est la stagnation des eaux dans certains endroits qui ont déjà vu l'intervention des agents de la protection civile. Les agents de la protection civile ainsi que les membres de l'Office national de l'assainissement, en collaboration avec la direction des travaux publics de la wilaya de Tindouf, ont renforcé leurs interventions sur le terrain, et ce jusqu'à très tard dans la nuit. Nous avons ce qu'il faut pour intervenir. Il est vrai que ce n'est pas d'énormes moyens, mais ça suffit pour venir à bout de ces inondations. Nous avons procédé à d'importantes opérations d'assainissement. Comme vous pouvez le voir, l'eau est évacuée et les voitures roulent normalement. Nous n'enregistrons aucun ralentissement de la circulation. Nous avons enregistré quelques habitations inondées par l'eau, près de 5, et les agents de la protection civile et ceux de l'ONA travaillent à pied d'œuvre pour remédier rapidement à la situation. La wilaya de Tindouf revit pourtant la même situation à chaque averse. Dans une région entourée de plusieurs oueds, un nouveau réseau d'évacuation d'eau devient plus que nécessaire, au lieu de la destruction régulière des trottoirs, afin de faire évacuer ces eaux pluviales. Et nous retrouvons en direct notre correspondant depuis Constantine Smaïn Belkhaïdia. Constantine, où se sont abattus des pluies torrentielles causant 2 victimes, un homme de 50 ans et une femme de 30 ans, emportés par les eaux sur la route nationale numéro 79 reliant Hamma Bouzienne à Constantine. Smaïn Belkhaïdia, bonsoir. Quelle est la situation actuelle, Smaïn? Bonsoir, là exactement, eh bien c'est la route numéro 27 reliant Constantine à Annaba, et c'est Oued Zied qui a connu une crue après les pluies torrentielles qui se sont abattues aux environs de 17 heures sur les hauteurs de Constantine. La ville n'est pas touchée puisque, eh bien, vous savez, la situation géographique de Constantine, eh bien, il fait que c'est en contrebas de la ville, et c'est route menant vers Hamma Bouzienne, Oued Zied et pratiquement en contrebas de Constantine, et les pluies ont fait que, eh bien, il y a eu un carambolage extraordinaire qui a coupé la ville de Hamma Bouzienne et Constantine exactement à la cité Cantoli. C'est entre les deux, et il y a eu
un nombre innombrable de véhicules, bus, entre-bus, véhicules légers et camions qui ont fait un carambolage extraordinaire. Il y a plusieurs blessés et la confirmation, c'est vrai, des 2 victimes, même par des témoins. Nous avons essayé de toucher les gens qui habitent dans la région. Là, la situation fait que jusqu'à maintenant, eh bien, à 19h30, tout est bloqué entre Hamabouzienne et Constantine au niveau de la route Contolé. Il y a une grande crue. Les citoyens, eh bien, dans un acte de solidarité, de générosité extraordinaire, sont en train d'essayer de secourir les blessés. Pour l'instant, le nombre de blessés, nous ne l'avons pas, mais nous aurons dans les prochaines éditions. Pour l'instant, tout est mobilisé pour que la route reprenne bien son cours. Merci Ismaël Belkhaïdia. Je rappelle que vous étiez en direct par insert téléphonique depuis Constantine où des pluies torrentielles se sont abattues causant 2 victimes, un homme de 50 ans, une femme de 30 ans emportés par les eaux sur la route nationale numéro 27 reliant Hamabouzienne à Constantine. Les images que vous avez vues, c'était des images filmées par des amateurs. Direction Timimoun où les vieux sourds ont marqué l'histoire du Sahara et celle de l'Afrique du Nord. La sauvegarde de ce patrimoine est plus que nécessaire aujourd'hui afin de préserver ce legs ancestral et de garder le cachet typique de la région. Voici le reportage de Hichem Daou et lecture de Souad Al-Khroucha. Témoins directs du génie architectural des habitants du désert, les qsours de Timimoun, construits principalement en terre, sont aussi le reflet de cette volonté de résister aux vicissitudes du temps et à la rudeur du climat. Aujourd'hui, ces sites touristiques sont de plus en plus désertés par leurs habitants. Le béton semble engloutir ce que fut jadis des qsours. Autrefois, d'intenses activités animaient la vie de cette cité. Dans le Gourara, les qsouriens édifiaient eux-mêmes leurs habitations. Des habitations en matériaux naturels des plus adaptés aux aléas du climat saharien. Les qsours d'Ibn Mehlel et celui de Bni Mellouk ont connu le passage d'un noble et sa suite, avant que les Oasiens ne s'y établissent. Aujourd'hui, ces lieux sont désertés. Dans le Touat, le qsar de Tamantet fut aussi un carrefour incontournable pour les caravanes et autres commerçants durant l'époque médiévale. Les récits rapportent que ce qsar a existé depuis déjà le 7e siècle de l'Hégire. Le commerce fut tellement prospère que la région frappait sa propre monnaie. Les Oasiens vivaient dans l'opulence et étaient à l'abri du besoin grâce à l'agriculture qu'appuie bien sûr l'irrigation par le biais des Fougara. La préservation de ce riche patrimoine architectural passe d'abord par sa restauration à l'identique pour une meilleure conservation des sites épousant parfaitement le milieu saharien. Et voici maintenant le rappel des titres. Au nom du président de la République, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a présidé la cérémonie d'installation du général-major Boumaïza Hamid en qualité de commandant des forces aériennes. Dans son allocution, le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'importance accordée par le haut commandement de l'ANP au développement et à la modernisation des forces aériennes. Coopération, la foire internationale de Flandre en Belgique, une opportunité pour nos opérateurs économiques de conclure de nouveaux partenariats. L'Algérie, une destination pour les investissements économiques et pour les relations d'échange fructueuses. La rentrée des stagiaires pour l'enseignement et la formation professionnelle, c'est pour dimanche prochain. Quelles sont les nouvelles spécialités proposées cette année? Comment adapter l'offre de la formation aux besoins du développement économique du pays? Notre invité a répondu à nos questions. Nous vous avons emmené dans cette édition à Timimoun. Nous nous sommes intéressés à la sauvegarde des qsours, véritable témoin de notre histoire. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube ou sur notre page Facebook. Bonne soirée, à dimanche prochain. Au revoir.